Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir enfin, après quasiment 1 an et demi d'attente, voir le supplément qui est consacré aux rôdeurs et surtout aux voleurs, donc sur Death Steps Light Fingers, donc on pourrait traduire grosso merdo par doigt de fée et pas de velours, qui est un livre qui s'est fait attendre pendant quasiment 1 an et demi, donc comme je le disais, qui a été en fait, qui a eu beaucoup de problèmes sur la création. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau éditorial, il y a eu pas mal de soucis de Cubicle 7. Donc ils ont eu beaucoup de gens qui sont partis, il y a eu des remaniements. Ce qui fait qu'en fait le bouquin a été annoncé à la GameCon 2023, si je dis pas de bêtises, où il y avait déjà des images qui étaient proposées. Et on disait, vous inquiétez pas, le livre sort bientôt. C'est des courses, on a attendu 1 an et demi avant de l'avoir. Donc, et surtout maintenant qu'il est sorti, on peut passer un peu à la suite, à savoir le livre sur les elfes, Marienburg V4. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on va un peu passer sur ce qu'il y a. Alors effectivement, pour une fois, vous voyez que j'ai utilisé le PDF. Ce que j'ai dit que je ne ferais pas la dernière fois, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un mec, un Polonais, qui utilisait, qui traduisait ses vidéos avec l'IA en anglais, et il avait mis tout le guide des nains comme ça pendant 4 heures quoi, sur un live stream. Donc je sais pas, je vais essayer. Si je me prends un 6 disease de Cubicle 7, bah, je couperai, hein, simplement, c'est pas très grave. Mais je pense que vraiment, je suis tellement infime sur la carte que c'est pas très très grave. Donc voilà, on va voir ça ensemble, hein, de toute façon. Au pire, je mettrai juste l'audio. Donc le premier chapitre, c'est un bouquin qui fait 144 pages. Le premier chapitre est dédié au culte de Ranald. Donc c'est toujours la même structure, à savoir que vous allez avoir le culte, donc les grands aperçus avec les grandes idées, le lieu de culte, les légendes. Donc ça, vous pouvez voir, il y a une image. C'est la représentation en fait qui est assez connue comment Ranald est devenu un dieu, à savoir qu'en fait il a réussi à berner Shalia pour lui piquer une potion pour devenir immortel. Et tout de suite, on enchaîne sur quelque chose qui est qui existe pour les autres dieux, mais qui n'est pas tellement poussé. Là, on nous propose 4 aspects en fait du dieu, selon l'interprétation, à savoir que est-ce que c'est le dieu des cambrioleurs, le dieu des parieurs et des joueurs d'argent, le dieu qui fait des blagues, le trickster, en sorte, ou alors le libérateur, celui qui remet à leur place les riches et qui aide les pauvres. Et vous allez voir, ça a son importance. C'est pas pour rien. Donc comme d'habitude, les petits crochets, les machins, c'est des absents d'histoire, pour vous aider si jamais vous voulez développer autour de Ranald, par exemple, un scénar. Ensuite, donc, on va avoir l'espèce de Lincoln du Dr. Weird, du professeur Weird, donc, qui est ce savant un peu fou qui œuvre à l'université d'Aldorf, si je ne dis pas de bêtises, et donc il va passer du temps à étudier les différents aspects du dieu de Ranald. Ensuite, les sectes, donc vous commencez à connaître, Crooked-Finger, donc on en a un aperçu, je crois, à Boggenhafen, différents cultes qui représentent chacun un aspect du dieu dans l'adoration, la vénération. Sachant que grosso modo, il ne faut pas oublier que le côté du dieu, les préceptes du dieu restent les mêmes plus ou moins selon l'aspect qui est vénéré. Il n'y a pas un aspect qui vous permet de tuer tout le monde, quoi. En gros, si vous êtes ranaldien, vous devez aider les pauvres, vous devez éviter de tuer au maximum, et tutti quanti. Le jour de la folie, qui est le grand jour de célébration de Ranald, où on fait des blagues, où on essaie justement de faire des coups fourrés aux nobles et tutti quanti. Donc un gros classique aussi. Les relations, donc comme d'habitude, on vous met une page sur comment ils s'entendent. Spoiler alerte, Ranald s'entend pas avec grand monde, logique. Ça risque pas d'être avec Verena, ni Sigmar, ni compagnie. Mais encore moins, évidemment, les puissances de la ruine. Les personnalités, donc on vous donne un inventaire des gens qui ont compté pour Ranald ou les grands prêtres actuels. Toujours, donc on a un court abstrait sur le comte Jaeger, qui est potentiellement un avatar de Ranald, qui est décrit dans le bouquin sur Aldorf. Les temples, on va pas trop loin, les sanctuaires. Et comment, donc on arrive évidemment, vous achetez un bouquin, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si vous allez avoir des éléments de carrière pour vos joueurs ou modifier un peu vos personnages. Et là, on peut dire qu'on est assez gâté avec Ranald, puisqu'on a la page standard qui vous dit, bon en fait les gars, rappelez-vous, on n'avait que 8 compétences de base pour le niveau 1 de carrière, on en met 10. Donc ça voilà, c'est pas non plus extrêmement différent, sachant que vous avez Gamble, donc vous pouvez potentiellement, il y a jeu d'argent dans vos trucs de base. Les bénédictions, et les miracles, vous allez voir, il y en a un paquet. Là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un système déjà qui est mis en place, si je dis pas de bêtises, c'est que, en gros, vous pouvez, alors je vais pas aller trop loin, en gros, ils ont un système qui leur permet, si jamais vous voulez acheter des miracles supplémentaires, vous pouvez faire un jet de prêtrise, ou un jet de, je crois que c'est de pari, pour magouiller, en fait, à la manière de Ranald, et si vous réussissez votre pari, vous trichez, et vous achetez en fait votre miracle à la moitié du coût qui devrait être.
Par contre, si vous ratez votre jet, bah, Ranal vous punit et vous avez un malus et vous avez un jet de péché. Et en plus, le prochain miracle que vous achetez est plus cher. Donc attention. Mais j'aime bien l'idée, il devrait faire ça pour tous les prêtres, je trouve. Faire un espèce de petit délire comme ça pour tricher en fait et acheter ces miracles d'une autre façon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a des vraies carrières de prêtres. Et on n'en a pas une, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on en a quatre. Donc en fait, on a littéralement pour chacun des aspects que j'ai décrits du culte, on va avoir quatre prêtres de Ranald. Ce qui veut dire qu'on a le prêtre voleur, donc ça c'est classique finalement. Le prêtre parieur, le prêtre trickster, donc celui qui fait des coups, des sales coups, des coups fourrés, et le prêtre libérateur qui aide les pauvres et essaye de punir les riches. Et en plus, chacun, les salauds, ils ont tous une page de miracles avec leur miracle spécifique. Et les miracles sont très très rigolos, enfin, ça va parfaitement dans la coloration évidemment du personnage. Et pour moi, le plus marrant, c'est évidemment le gambler, donc le parieur, c'est super cool, enfin, c'est vraiment des très très bonnes idées, c'est super fin. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est ça. Vous voyez peut-être pas avec ma tête, mais il y a un tarot qui existe, qu'on tease un peu. En fait, il y a 2 cartes du tarot qui sont montrées dans le bouquin. Et j'aimerais bien qu'il fasse un... Bon, il dit c'est 82 cartes quand même, mais j'aimerais bien qu'il sorte le jeu de tarot, qu'il le fasse vraiment pour ça. Donc en tout cas, voilà, on est vraiment super... Pour les Ranaldiens, vous êtes super gâtés. C'est peut-être le plus gros boulot qui a été fait pour des prêtrises de toute la gamme V4. J'essaie de imaginer peut-être un peu... Myrmidia était pas mal aussi, mais personne n'a eu 4 carrières de prêtre, quoi. C'est clair que ça, c'est complètement différent, et on se dit qu'il y a du favoritisme. Et ça continue, donc évidemment, puisque on va arriver sur le gras, disons, des activités illégales, avec des règles spécifiques qui vous sont données pour les différents types d'activités de voleurs. Donc vous avez notamment les pickpockets, avec à chaque fois on a des tables pour vous dire qu'est-ce qui se passe si vous réussissez bien votre jet, qu'est-ce qui se passe si vous ratez mal votre jet, qu'est-ce que vous trouvez potentiellement dans la bourse, et éventuellement qu'est-ce qui peut vous mettre dedans en fait, avec des problèmes, vous récupérez un objet en fait qui est déjà recherché par les autorités, ou un truc un peu chaud. Et la victime, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez, par exemple. Donc c'est chouette, c'est vraiment sympa, c'est une petite table rigolo, ça ajoute des mini-jeux. Pareil pour les cambrioleurs. Et vous notez que aussi, il y a cet aspect-là, vous ne voyez pas au-dessus de ma tête, mais en gros, on vous propose quand même des sortes de mini... Alors, c'est des ajustements de carrière, quoi. On n'est même plus dans les mini-carrières naines qu'il y avait dans le Player's Guide Dwarf, mais là, vous avez carrément des petites modifications. On vous dit, au niveau 1... vous avez ces compétences-là plutôt que ces compétences-là. Au niveau 3, vous avez ces compétences-là. Vous pouvez échanger 1 ou 2 talents. Donc c'est très très minime, c'est vraiment succinct. Et on vous explique aussi un petit peu ce que vous faites avec les Endeavors. Donc les Endeavors, vous savez, c'est ce que vous faites entre les aventures. C'est un truc assez mineur en général. Mais pour les voleurs, c'est assez important parce que finalement, c'est là où ils peuvent se faire beaucoup d'argent, faire fructifier leur argent. Et il y a plein de choses qui vous sont proposées. Vous allez voir, tout autour du bouquin, j'en reviendrai parce qu'il y a quand même pas mal d'activités autour des Endeavors. Les outils, donc ça va des objets, des crampons, des trucs pour couper le verre. Mais il y a aussi un périscope nain, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs, des bombinettes à fumer, un bras télescopique pour prendre vos selfies. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est très marrant, c'est les grave robbers, donc les gens les pilleurs de tombes, grosso modo, où il y a des jets, puis il y a plein de trucs débiles qui vous arrivent. C'est vous tombez sur... il y a un cadavre, il a un pieu dans le cœur, donc si vous ratez, vous avez un jet plus 60 pour savoir que c'est un vampire et qu'il faut peut-être partir le pieu. En fait, la personne qui vous a commandé le vol, c'est un écrarque. C'est que des trucs débiles comme ça. Mais c'est très très fun, c'est vraiment bien foutu. Il y a aussi ces mythes et légendes qui sont présents dans le bouquin, donc avec cette police d'écriture un petit peu fantasy, qui donne des petites histoires en fait tirées liées aux Ranaldiens, liées aux rôdeurs plus tard, qui donnent une coloration plutôt justement assez terre à terre du livre que vous êtes en train de lire, ce qui est chouette. Donc Both Charlatans and Fancies, ça va mélanger à la fois tout ce qui va être les rabatteurs, racoleurs, /prostituées, charlatans, et Fancies, c'est les rustlers. Donc il y a encore une fois pas mal de tables et d'éléments. Notez que pour tout ce que j'ai cité là, toutes les petites mini-classes de voleurs n'ont pas des ajustements de classe. Donc ça c'est un peu dommage, ils auraient pu le faire, vu qu'ils proposent, je sais pas... 8 ou 10 ils présentent 8 ou 10 types de voleurs qui sont présents dans le bouquin de base, ils auraient pu faire des ajustements pour les autres carrières, mais bon voilà, je suppose qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc encore une fois, il y a plein de choses, on vous explique le b.a.-ba, comment est-ce que vous pouvez justement disperser ces objets, l'embezzlement aussi, donc c'est le détournement d'argent, qui est un gros truc. Voilà, je suis pas sûr que j'ai envie de jouer un détourneur d'argent, mais bon, pourquoi pas. Là, eux, par contre, ils sont vraiment la totale. C'est plutôt pas dégueulasse, ils sont tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, c'est cool.
Donc voilà, un peu de tout. Puis après, les criminal endeavors, donc c'est des endeavors supplémentaires que vous pouvez faire. Aller sur le marché noir, aller dans un tripot interdit, créer des fausses identités aussi, ça peut être utile, ou lancer des rumeurs. Plein de choses. On a une autre carrière qui, bon, me laisse un peu de marbre, à savoir réaliser des contrefaçons. Ouais, bon, voilà, c'est une sorte d'artisan spécialisé. Et on arrive sur un chapitre que j'ai pas trop aimé moi personnellement, enfin que j'ai pas trouvé très utile, hein. C'est les contacts criminels, hein, qui sont des règles étendues pour générer, entretenir et faire évoluer des contacts. Voilà, simplement. Moi en général je fais juste un GLD et puis selon le résultat, bah, il y a quelqu'un et après je le note dans un coin et comme ça devient un PNJ récurrent. Donc il y a des conseils, voilà, il y a un peu tout, qui pouvait embaucher, patati patachmol. Il y a une nouvelle endeavor pour créer justement, établir un nouveau contact. On vous donne aussi un. Bon, voilà, est-ce que c'est comme les mercenaires en fait dans Up in Arms, donc aux armes. On vous dit la qualité du mercenaire, enfin la qualité du contact, comment l'entretenir, et patati et patachmol. Et on vous donne un exemple. J'aime beaucoup cet illustrateur. Il est apparu avec Salzon Moon. C'est vraiment un super illustrateur. Donc un grand maître receleur, pour donner un petit peu un exemple. Et ça, j'aime, ça c'est un peu la page foutage de gueule où on vous dit ah bah en fait, si t'as un contact, tu peux l'utiliser pour faire avancer ton scénar. Ouais, d'accord. Je pense que je n'aurais pas réussi à le deviner tout seul, merci. Ensuite, on a un chapitre sur le crime organisé qui est un peu plus intéressant, qui vous explique. Donc, ça pousse vraiment les règles qui étaient développées dans Archive 3 pour créer son propre gang. En fait, dans Archive 3, vous pouviez créer votre propre business, quoi, pour aller vite. Donc, il y avait plein de business différents, et l'un de ces business, c'était crime organisé. Et là, ça va beaucoup plus loin, où on vous explique, on vous donne des exemples. Donc, à chaque fois, il y a la guilde des gentlemen entrepreneurs. Il y a les Whatley aussi, il y a plein de trucs. Mais grosso modo, le cœur du chapitre, c'est vraiment comment créer votre gang, quels sont les avantages, les intérêts, les endeavors que vous pouvez poursuivre pour faire ce gang, comment vous organiser. Donc, si vous faites une campagne purement criminelle, ça peut être très intéressant. Pour les gens qui sont plus amenés à faire, je dis n'importe quoi, la campagne impériale, un peu moins intéressant, je pense. Donc voilà, on a une table d'événements, des descriptions, encore une fois. Donc il y a quand même une 5-6 organisations dont on parle dans le bouquin de base et dans les suppléments qui sont décrits, donc ça c'est cool. Vos responsabilités. Une description d'Albrecht le Poisson, donc, qui est le leader des poissons, donc l'un des deux gangs qui est sur les ports d'Aldorf, et aussi la reine des contrebandiers du Nordland. Toujours agréable. Et voilà, après c'est peut-être comment les pots de vin, patati patachmol, et l'intérêt évidemment de faire partie d'un gang si c'est pas vous qui le créez. Bon, la notion d'honneur qui est toute relative, les guerres de gang, donc c'est vraiment les avantages et les défauts. Ensuite, hop, on saute, pouf pouf, on arrive dans la partie consacrée aux rôdeurs. Et à tout seigneur, tout honneur, on va parler du roi des dieux, enfin des anciens dieux, le maître de la vieille foi, Tal. Et là, je tire un peu la gueule. Je tire un peu la gueule parce que durant ma campagne impériale, un de mes joueurs était prêtre de Tal. Donc j'ai pas mal écumé évidemment les bouquins sur Tal pour voir ce qu'il y avait. Et effectivement, on a essentiellement les mêmes informations que sur Ranald, à savoir le grand classique, et vas-y que je te donne les préceptes, et vas-y que je te donne les lieux saints, et vas-y que je te donne les livres. Sauf qu'en fait, dans le bouquin, dans le chapitre qui fait quasiment 20 pages, donc autant que le premier, il y a plein de pages de remplissage. Déjà, il y a cette page-là qui est sympa, mais qui tient en 2 lignes, à savoir, voilà, l'architecture des dieux. Bon, d'accord. Je pense que ça, vous connaissez, c'est dans le bouquin de base. Ensuite, on va avoir le professeur Weird. Hop, et voilà, le schisme, donc en fait l'idée que Tal a essayé de foutre la merde en fait quand Sigmar est arrivé devenu un dieu, et il a mis très très longtemps en fait jusqu'à l'arrivée de Magnus pour l'accepter. La puissance, donc évidemment donc les différents ordres, ça c'est du grand classique, mais je peux pas m'empêcher, donc les sites, l'œil de la forêt, donc si vous avez un peu lu la V2, vous allez retrouver beaucoup d'éléments évidemment. Tal et Talabaim, qui est un peu décrit en supplément, donc vous dites bon ok Talabaim pourquoi pas, mais ça fait des trucs, donc là on est sur du grand classique. Mais là ce qui me gêne c'est voilà, on a une page par exemple sur un objet sacré. Bon d'accord, sur une grosse relique, donc le grand helme cornu. On a une description d'un PNJ que vous pouvez utiliser qui est un prêtre dans la Dragwald. L'adversaire en face, donc éventuellement un grand méchant bête. Montal à travers le monde, donc le fait qu'il est un peu usité un peu partout, ce qu'on n'a pas forcément eu pour Ranald. Et on a une seule carrière, qui est la carrière du ranger prêtre de Tal. Et je suis un peu là, genre bon, ok, alors elle est sympa, il n'y a pas de souci, maintenant vous pouvez tirer à l'arc, c'est cool. Vous avez une page de miracles, les miracles je n'ai pas trouvé géniaux, enfin ils vont vous aider, ils vous donnent plus 20 en force et compagnie, mais je trouve qu'ils sont pas hyper originaux.
par rapport par exemple à ce Dria, qui était vachement bien, je trouve très originaux avec les esprits, avec des trucs pour la protection des fermes. Très cool. Et en fait, on a juste une page pour dire, bah voilà, vous voulez jouer Talid, bon, bah, on va vous donner plus ou moins des éléments supplémentaires. Donc, vous voulez jouer un prêtre errant ou un prêtre séculaire, bah, prenez le truc du bouquin de base ou prenez le Ranger Priest. Et à chaque fois, on vous dit, bah, soit vous prenez le Ranger Priest, soit vous faites des toutes petites modifs, mais notamment les Rangers guerriers, enfin les Rangers chevaliers, qui sont les Longshanks, donc je me rappelle plus le nom en français, je crois que c'est les Arpenteurs, qui on vous dit, bon, bah, de toute façon, vous êtes dirigé par un Ranger Priest, donc à la fin, on se dit, bah, autant jouer un Ranger Priest, quoi. Et je trouve que en arrivant de Ranald, et c'est tout en fait, et en arrivant de Ranald, on se dit quand même, ok, bon, c'est un peu dommage, quoi. Je trouve qu'il y a un peu de poids de mesure. Après, bon, si vous faites une campagne urbaine, c'est pas très grave, quoi, mais je suis un peu là, genre, c'est un peu bizarre, quoi. Et ensuite, boum, rebelote, on retourne à moitié dans un entre-deux, à savoir un chapitre qui est consacré aux lois, au hors-la-loi et aux chasseurs de primes. Donc évidemment, c'est assez rôdeur, mais il y a quand même tout un élément sur bah, qu'est-ce qui se passe quand on enfreint la loi. Qui fait la loi, évidemment, donc avec les différents niveaux strates judiciaires de l'Empire, qui maintient la loi en place, les patrouilles de garde, donc encore une fois très urbain, très plutôt voleur, on va dire. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes chopé par la garde, comment ça se passe les procès, quelles punitions vous pouvez avoir, donc les tables sont très très marrantes, là par contre c'est assez cool, c'est très, très Warhammeresque, on nage en plein délire kafkaïen. Donc qu'est-ce qui se passe voilà, si vous êtes mis en tôle, et éventuellement, bah, quand vous êtes en tôle, faire un prison break pour vous échapper, qui est assez marrant, parce que sinon le temps passe plus vite, ou filer un pot de vin pour sortir, ça c'est plutôt marrant, mais encore une fois on est là, bon, enfin on arrive hors la loi, et là les hors la loi, bah, ça va pas être très très différent des gangs, c'est-à-dire qu'on vous explique encore bah, comment ça marche, comment monter votre propre gang de hors la loi, comment est-ce qu'on vit en tant que hors la loi, patati patachmol, voilà, c'est des règles, encore une fois assez génériques qui pourraient vous pousser vers une campagne évidemment de hors-la-loi et de grand banditisme, si vous le souhaitez. On retrouve la table des traits qui était présente pour générer un leader de hors-la-loi, un peu comme les chefs orques, avec différents quirks et compagnie, il y a quelques profils. J'aime beaucoup cet illustrateur, je trouve décidément il est vraiment génial. Des profils, des wanted, des légendes, et on arrive sur les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes on vous explique le système évidemment, comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez gagner, les guildes, donc ça c'est plutôt encore une fois, c'est si vous faites un peu l'appendage, si vous avez des gens qui sont dans la carrière chasseurs de primes, à l'inverse de la loi, ça vous donne un peu des idées, c'est plutôt pas mal. On a un profil de Brunner, le Bounty Hunter, qui est un personnage récurrent des bouquins, il y a eu pas mal de nouvelles et de bouquins faits sur lui dans l'univers Warhammer, donc c'est assez cool de voir qu'ils ont un peu la bénédiction de Games Workshop pour faire ces choses-là, plutôt sympa. Et on arrive là vraiment sur le côté ça y est, grande aventure, avec des règles, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, Pathfinding, donc qui est vraiment sur l'exploration, la recherche de chemins à travers le monde sauvage pour sortir des routes, et on vous donne plein d'étapes, donc comment ça marche, on pousse vraiment sur des règles qui étaient un peu touchées, notamment dans le compagnon du premier lead de la campagne impériale. Mais là, c'est pour sortir plutôt des sentiers battus. Il y a plein de choses sur le temps, les précipitations, comment organiser votre voyage. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des endeavors en fait, qui sont basés sur l'amont du voyage et pendant le voyage. Parce que généralement, en fait, à chaque fois, on est obligé de créer un système un peu walou en disant bah, tu fais des bâtons tous les soirs, et puis comme ça, au bout de 10 bâtons, je sais pas, tu as appris à lire et écrire. Et là, on vous donne il essaie un peu de structurer ce système justement d'événements pendant le voyage. Alors, j'ai passé, mais il y avait des tables aussi de rencontres sur des ruines, des machins, des trucs. Et là, c'est plutôt cool. Donc, on vous donne soit vous pouvez aller chercher la nourriture, pousser, pêcher, cartographier, ou rester au camp. Et là, vous pouvez maintenir la garde, écrire le journal. C'est plutôt cool. Et je pense qu'il y aurait moyen en réfléchissant, il y aurait carrément moyen de rajouter, je pense, des endeavors qui sont dans le livre de base, dans les autres suppléments, et de les mettre dedans, en fait, dans le camp de base. Je pense que il y a vraiment... C'est malin, en fait, d'avoir calqué les endeavors, en fait, en disant, en fait, vous voyagez, vous avez du temps libre, donc là, le système d'endeavor que vous utilisez avant, vous pouvez l'associer. Bon, évidemment, on ne peut pas l'associer pour tout ce qui est urbain, mais par exemple, je sais pas, apprendre une botte secrète ou pratiquer une botte secrète pour un guerrier, qui est un élément qu'il y a aux armes, donc Up in Arms, pour moi, me semble clairement applicable ici, quoi. Donc, voilà. On a une super carte, très très chouette, très sympa. Donc voilà, on continue un petit peu. Donc là, c'est le descriptif plutôt des endeavors en soi. Et on a le muletier, donc une campagne, enfin un personnage pour se délirer éventuellement. Ça peut être assez marrant
comme concept. Et dernier chapitre, donc chasseur, la proie et le chasseur, qui elle se consacre, c'est plus une annexe en fait, c'est vraiment sur la chasse. Nos amis talistes apprécieront enfin. À savoir que là, c'est comment on pratique l'art de la chasse, qui peut le faire dans l'Empire, qui n'a pas le droit de le faire, les braconniers, qu'est-ce qu'on peut espérer récupérer, se faire de l'argent dessus, et aussi les animaux. Il y a des règles plus poussées sur notamment les chiens, et sur, enfin les limiers plutôt, et sur les aigles, pour faire, pour les faucons, pour avoir des faucons avec vous, pour chasser, mais aussi on vous donne des tours supplémentaires pour les utiliser au quotidien. Donc non, c'est assez chouette. Plutôt. Après, il y a beaucoup, justement, il y a pas mal de descriptifs sur comment ça intervient dans le vieux monde. Alors évidemment, c'est très réminiscent de ce qu'on a vécu durant le Moyen-Âge, chez nous. On a une description d'un parvis de chasse, plutôt sympa, et 2 dernières carrières. Donc le Gamekeeper, qui est le garde-chasse, si je dis pas de bêtises, qui est assez cool, qui est une belle carrière, qui est un peu alternative, justement, si vous voulez jouer un mec plutôt typé rôdeur, mais qui a quand même un niveau assez appréciable dans la auprès des nobles. Et évidemment le braconnier, qui est son inverse, son fiefet inverse. Et je crois que c'est tout pour le livre, avec des petites pubs supplémentaires. Donc voilà, c'est tout pour ce chouette petit bouquin qui aura mis, disons-le, un certain temps avant d'arriver chez nous. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, très honnêtement, je crois que ça fait le job. Je suis un peu déçu d'avoir l'impression que c'est quand même plus orienté... Enfin, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que c'est quand même légèrement plus orienté sur les voleurs que sur les gens qui vivent sur les routes. J'ai pu vraiment les souvenirs, mais dans les rôdeurs, dans la classe rôdeur, il y avait aussi des saltimbanques, il y avait aussi plein de trucs un peu différents. Là, bon, évidemment, vous allez me dire, mais ils le feront plus tard, et vous avez raison. Je pense que ça fait le job, pour ce que c'est. La seule crainte que j'ai, parce qu'il fait quand même 144 pages, donc c'est pas comme le bouquin des orques qui faisait 90 pages, qui était tout petit, mais ma crainte, en fait, c'est que ce bouquin a été développé il y a quasiment maintenant 2 ans sur une base de dire, ok, on va faire un bouquin qui réunit 2 classes, d'accord? Il y a en tout, il y a 5 ou 6 classes, je sais plus, il y a les guerriers, les érudits, les nobles, les burgmeisters, donc les citadins, les gens qui vivent, donc les rôdeurs, les voleurs et les guerriers. Donc on a eu les guerriers, on a eu les rôdeurs, on a eu les voleurs, on a eu les magiciens pour aller vite. Et la question c'est, tous ceux qui restent là, est-ce qu'ils vont encore faire des bouquins comme ça? Et j'aimerais bien qu'ils fassent un bouquin qui s'appelle, je sais pas moi, érudit, par exemple, érudit et urbain, ou un truc comme ça, enfin voilà, il y a moyen. Mais là, clairement, quand on voit le planning qu'ils ont, c'est pas dans les priorités. Et je pense pas que ce soit dans les priorités avant quasiment 2 ans. Donc j'ai peur qu'en fait, ils se disent, ok, on fait ce bouquin parce qu'il était bien avancé, parce qu'on finisse, et boum, c'est fait. Mais par contre, les autres classes, il n'y aura pas grand-chose. Et du coup, parce que c'est évident que s'ils sortent un bouquin sur les érudits, on aura vénéré là-dedans, on aura mort. Enfin, moi, ça me semble clair comme de l'eau de roche. Mais donc voilà, je sais pas trop où ça en est, et j'espère que, de tout mon cœur, j'espère que je me trompe et que justement ils vont pousser, parce que généralement, en plus, les bouquins qui sont dédiés aux joueurs, comme ça, sont ceux qui se vendent le mieux, parce que c'est des options supplémentaires, et le MJ dit, je peux prendre ça, et les joueurs se disent, moi j'aime le bouquin, donc je vais prendre ça. Et je sais qu'effectivement, le Vent de Magie, par exemple, aux armes, ils sont très 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 bien vendus sur Drive-Thru RPG, par exemple, donc pourquoi pas, hein. En tout cas, non, c'est sympa. Ce qui est bien, c'est de la voir. En fait. Il y a plus cette espèce d'accouchement tardif. On se dit, putain, on a le bouquin qui nous manquait depuis longtemps. Et ça, c'est très cool. Voilà, après, c'est si je refais des scénarios ou des machins, et que j'ai un voleur ou un ranaldien, il sera aux anges. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Allez, salut!